Connaissance. Recherche. Science. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférence. Archéologie. Nature. Voilà, j'aimerais essayer de rendre sensible aujourd'hui ce travail avec le son, qui est notre matériau de base, la façon de le faire vivre, la façon de l'organiser, qui varie beaucoup selon les contextes. En fait, j'essaierai de souligner la façon dont on met en relation des sons selon différents critères. On peut parler du son de façon très objective. Alors, un son peut être, par exemple, plus haut qu'un autre ou plus bas. Un son peut être plus fort qu'un autre. Un son peut être plus long qu'un autre. Et puis, il y a naturellement une quantité de considérations qui sont beaucoup moins objectives, mais non moins importantes. Alors, la première question, c'est comment mettre en relation deux sons, par exemple, ou plusieurs sons. Si je joue le début d'une musique où les sons peuvent paraître relativement isolés, bien, vous pourriez vous faire la remarque que cette musique ne correspond pas à grand-chose et je suis d'accord avec vous. La question est de voir de quelle façon on peut trouver une appartenance commune des sons selon un langage défini qui fait que les deux sons suivants, par exemple, seront en relation étroite. Un autre couple de sons le sera tout autant, ainsi qu'un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Nous avons une amorce dans l'essai de créer des relations de hauteur sonore entre ces différents sons. C'était le début du troisième mouvement des variations de Webern, où toutes les notes marchent par couple, et si nous essayons ainsi de mettre en valeur la structure par intervalle de ces 12 sons, de cette série dodécaphonique, et cet intervalle est toujours le même, c'est une neuvième mineure, ou son renversement la septième majeure, en essayant d'arriver à ce degré de conscience, nous pouvons définir un monde qui crée une unité entre ces différents sons. Bien sûr, si nous parlons de l'intervalle, cette relation de hauteur entre deux notes d'une hauteur différente, eh bien, nous songeons à de nombreux exemples, par exemple de la littérature classique, où dans une musique très mélodique, l'intervalle va servir de grand élément structurant, voire de guide. Par exemple, chez Mozart, nous avons des exemples innombrables, mais prenons celui de l'Andantino du mouvement central du concerto Jeune homme, pour
décrypter un peu la façon dont la mélodie est organisée. Nous n'avons pas cette fois-ci des intervalles weberniens qui sont ceux qui voulaient dire non au langage tonal. Nous avons les intervalles du langage tonal. Nous avons une carte pour commencer, descendante, résignée, et puis la mesure suivante, nous faisons un pas de plus, nous avons une quinte, la mesure suivante, une sixte. Bref, les intervalles augmentent peu à peu pour ouvrir la phrase. Et puis l'intervalle de sixte ainsi obtenu, qui est toujours descendant, va être cette fois-ci montant pour ouvrir la phrase et va être démultiplié, car en effet, une autre sixte plus grande, une sixte majeure et non mineure, va ouvrir tout d'un coup la phrase et ouvrir en même temps les vannes de l'expression, en quelque sorte. Alors que jusqu'à maintenant, nous avions des intervalles relativement grands et qui s'ouvraient toujours, eh bien là, nous entendons une succession d'intervalles conjoints, beaucoup plus petits, des secondes. Et soudain, au moment où la musique module, la phrase s'ouvre complètement avec un intervalle d'octave pour atteindre la note la plus aiguë de la mélodie. Nous partons vraiment d'un grave très grave pour aboutir à un aigu, au contraire, très ouvert. Ce jeu d'intervalles, cette façon dont des intervalles vont travailler au développement d'une expression et au développement d'une mélodie, on le trouve dans toute la musique inspirée, classique et romantique. Brahms est un grand maître dans ce domaine. Et la sensibilité, la réceptivité à ces intervalles va nous permettre de donner justice au naturel de la phrase classique et romantique. Malheureusement, on a perdu beaucoup de cette culture des intervalles, de la culture mélodique. L'environnement de mélodie populaire dans lequel nous vivons est extrêmement raréfié et pauvre par rapport à celui qui existait à l'époque, et nous sommes donc bien mal éduqués. Néanmoins, si nous essayons de nous éduquer en lisant les mélodies de maîtres de la mélodie et de sa construction, nous pouvons alors ouvrir notre sensibilité à ces dimensions très structurantes. Si nous sortons maintenant du cadre du langage commun tonal, sur lequel nous nous pencherons moins aujourd'hui, étant donné qu'il est tellement connu, défendu et pratiqué, comment l'intervalle va-t-il être une sorte d'élément de base structurant pour des compositeurs et donc pour nous un guide pour définir des univers sonores particuliers. Eh bien, suivons les leçons d'un très bon pédagogue, Béla Bartók, qui dans son Microcosmos nous donne quelques excellentes recettes. Il nous montre comment composer justement avec pratiquement chacun de ces intervalles hérités, mais d'une façon originale et très systématique. Ainsi, dans son Microcosmos numéro 132, où il traite de l'intervalle de seconde,
eh bien, nous voyons comment très systématiquement il utilise cet intervalle pour organiser une mélodie mais aussi pour organiser son accompagnement. Car nous sentons déjà, à ce moment-là avec Bartók, que dimensions verticales et horizontales sont extrêmement mêlées et qu'en tout cas, il faut, pour unifier la composition, avoir des éléments structurants communs. L'accompagnement proposé est aussi fait de secondes majeures, les mêmes intervalles. Mais avec plus ou moins de densité. 2 notes, un intervalle, 3 notes, 2 intervalles. Et maintenant la même chose, renversée. Alors voilà maintenant cette mélodie accompagnée de Bartók. En fait, il fait cela avec toutes sortes d'intervalles, nous allons le voir tout à l'heure, mais pour l'instant, eh bien, il nous fait sortir du domaine de la mélodie pure pour tendre la main à celui de l'harmonie. Les deux sont toujours en rapport, et pour revenir à un cas de musique classique et à un exemple de Mozart, eh bien, un accord modulant ou un accord particulièrement expressif va être un grand événement dans le déroulement d'une pièce. Et il va être un grand déroulement quant à la relation entre les différentes notes en présence et à la façon dont elles vont orienter l'ensemble du réseau de force de la phrase que l'on considère. Ainsi, au début de son adagio en si mineur, Köchel 540, Mozart nous fait entendre non pas un changement harmonique, disons, relativement habituel, qui pourrait être le suivant, l'accord de septième sera beaucoup plus puissant, c'est un accord de septième diminué que nous recevons vraiment comme un couteau en plein cœur. La tension est énorme et on mettra un bout de temps pour s'en remettre. Alors, un tel événement, à ce moment-là de l'histoire de la musique, est un événement majeur. Des accords similaires, voire plus tendus encore, se produisant par exemple au début du XXe siècle, en plein post-wagnérisme, vont par contre être monnaie courante. On les trouvera beaucoup plus souvent et leur enchaînement en glissement chromatique ne sera pas un événement aussi puissant que chez Mozart. Si je joue le début de la sonate de Berg, où on a là encore une sorte d'accent expressif dès le début de la pièce extrêmement pénétrant, tous ces accords même s'ils gardent encore un grand pouvoir d'expression, n'ont plus du tout le caractère d'exception qu'ils avaient chez Mozart, et donc
dans notre vécu de cette harmonie, il y a une grande différence. Nous devons donc naturellement porter une grande attention au contexte culturel dans lesquels certains objets ou réseaux d'objets que nous considérons sont observés. En fait, à partir du moment où on n'est plus dans le langage tonal, la question est toujours de savoir comment les compositeurs forgent-ils un langage, quel qu'il soit, mais dans notre cas de figure, pour ce chapitre de notre cours, un langage harmonique. Et il semble que Bartók, toujours, nous en donne une petite leçon concentrée dans sa première improvisation. Ce sont ces improvisations opus 20 sur des chants paysans hongrois, une mélodie très simple. Alors, Bartók pourrait, s'il faisait de la transcription, nous faire entendre les harmonies les plus usuelles pour ce type de mélodie. Là, ce n'est pas la proposition qu'il fait. Il nous fait entendre une première mouture de sa mélodie avec des accompagnements en secondes très nus, de sorte qu'il apporte une étrangeté et une spécificité harmonique à sa mélodie. La deuxième présentation de la mélodie, on a l'impression, est beaucoup plus dans l'héritage. Ce sont des accords parfaits tout le temps. Mais ils sont tous parallèles et on alterne majeur, mineur, majeur, majeur, mineur, et ainsi de suite. Toujours cette surprise dans le fait qu'on aura un accord majeur ou mineur. Et la troisième fois, là, on sort de l'héritage de la marche à suivre et Bartók apporte son originalité et sort du système. Il nous dit en quelque sorte, eh bien, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. À tel point qu'à la fin de cette courte pièce, la mélodie elle-même en est modifiée. En fait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il sera le grand expérimentateur pour créer de nouveaux langages avec des intervalles ou avec des éléments hérités très simples. On a vu tout à l'heure comment il faisait avec des secondes. Eh bien, avec des tierces, c'est la même chose. Une pièce avec seulement des tierces, et l'impression que sous nos yeux, il établit un langage musical possible, simplement avec des combinaisons toujours du même intervalle. Chaque fois une nouvelle proposition, etc. Et la même chose avec des cartes, nous l'avons vu la semaine dernière. Même chose, quels que soient les intervalles,
et sans leur donner plus ou moins d'importance selon l'importance qu'ils ont eue dans un langage désormais caduque. C'est-à-dire qu'une tierce ou une quinte n'a pas plus d'importance qu'une seconde ou une septième. Et quand il écrit une pièce qui s'appelle, c'est le titre, seconde mineure, septième majeure, alors on se rend compte que ces intervalles sont aussi intégrés, aussi consonants que les autres. Uniquement une musique extrêmement consonante, extrêmement harmonieuse ici, y compris quand la mélodie est énoncée tout en septième majeur. Nulle volonté non plus de jouer les provocateurs, mais bel et bien un sentiment profond pour les spécificités des différents intervalles possibles, ces relations entre deux hauteurs sonores. Différentes façons d'agencer des intervalles vont être des façons, pour certains compositeurs, de structurer leurs œuvres. Ainsi, Elliott Carter aura souvent affaire à un agencement complexe du même intervalle pour créer différents types de réservoirs harmoniques pour certaines de ses pièces. Et à chaque réservoir harmonique, à chaque harmonie, peut correspondre par exemple un caractère. Ainsi, dans ces Night Fantasies, ces fantasmes nocturnes pour piano de 1980, eh bien, il évoque le vécu de moments intermédiaires entre veille et sommeil, ces moments de perte ou de reprise de conscience, et donc ces moments où différents types de souvenirs ou d'émotions viennent à vous et puis sont tout d'un coup suspendus, ou se perdent dans la relaxation, ou au contraire reviennent sous une forme plus ou moins connue. Au début, nous avons affaire à un état très relaxé, sans doute suspendu, plutôt de sommeil ou de relativement heureux. Et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas seulement la régularité et la tranquillité de cette musique qui conditionnent notre écoute, il y a aussi les relations d'intervalle. Ainsi, nous avons des relations de quinte tout le temps, très agrandies. Celle-ci, si je la réduis, et cette autre. Même lorsqu'une petite horloge vient imposer son rythme à elle qui est différent, comme pour nous dire bientôt il va se passer autre chose dans cette pièce, c'est toujours également avec des intervalles de quinte. Et bientôt, dans cette œuvre de contraste inattendu,
bien, il va y avoir un épisode de réveil beaucoup plus nerveux, beaucoup plus actif. Une musique complètement différente. Mais ce n'est pas seulement l'activité, ce n'est pas seulement la facture, le fait que tout d'un coup on est très polyphonique, très agité, c'est aussi le fait que la nouvelle musique est structurée avec un autre intervalle qui lui assure du reste son unité à elle. Si en effet on regroupe toutes ces notes furtives qu'on a entendues et qu'on n'arrive pas à saisir, c'est bien l'intention du compositeur, que dans cet état un peu fébrile et pas tout à fait conscient, on ne distingue pas complètement les contours. Néanmoins, il y a toujours une appartenance au même monde grâce au rapport d'intervalle. Tierce mineure ou son renversement, sixte majeur, qui forme une petite phrase, et ainsi de suite. Le même intervalle, toujours, ou son renversement. Même chose à l'autre main, qui, elle aussi, émiette peut-être quelques souvenirs d'une journée active. Toujours le même intervalle, et ainsi de suite. Alors, imaginons maintenant toute cette musique, non pas comme des bribes de souvenirs éparses, mais par rapport à ce langage harmonique qui l'unifie, c'est-à-dire un ensemble de tierces qui crée un complexe harmonique particulier qui a son identité. Là crée évidemment une sorte d'identité générale, de coloration générale, eh bien, qui, quand on la retrouvera, créera un air de familiarité. Ainsi, quand, au bout d'une trentaine de secondes d'activité, on revient à la suspension très calme du début, eh bien, nous retrouvons nos quintes. Uniquement des quintes, et chaque fois qu'au cours de l'œuvre, on reviendra à cet état, on retrouvera les quintes. En fait, les intervalles servent vraiment à structurer des réservoirs harmoniques autant que pour nous, à nous repérer dans les différents moments de ces sautes de régime, j'allais dire, du veilleur. À la fin de la pièce, on a une espèce de point culminant avec un intervalle de septième majeur ou son renversement, la neuvième mineure, si on le met dans un miroir, et combiné l'un avec l'autre, ils ont une grande puissance dramatique. Toujours le même intervalle, pour revenir à la fin, à nouveau, à la musique plus lisse, celle des quintes ou des quartes. En fait, cette attitude par rapport aux hauteurs sonores est très intéressante et nous voyons comment nous pouvons affiner notre façon d'interpréter et notre façon d'écouter par rapport à des musiques qui, sur le plan du langage des hauteurs sonores, paraissent un peu les mêmes. On se dit, bon, une musique qui n'est pas tonale, ça ressemble à une autre musique qui n'est pas tonale. Eh bien, non, si on essaye de voir comment le travail entre la distance des sons est effectué. Un cas très important, c'est le cas des musiques qui donnent peu de préférence à la perception de ces intervalles, justement. Par exemple, les musiques qui essayent
d'aller à l'encontre d'une préférence de certains sons, des sons pivots, ou de certains intervalles, des intervalles plus importants, donc des musiques qui essayent de balayer les hiérarchies dans le temps. De ce point de vue-là, des musiques comme par exemple certaines musiques de la génération Boulez ou de nombreux autres compositeurs sont particulièrement frappantes. Et je donnerai un exemple de la première sonate de Boulez où nous voyons et nous sentons surtout combien la répartition des notes les unes par rapport aux autres et dans les différents registres possibles essaye de nous faire perdre cette conscience de l'intervalle. Ici, on a la sensation que, justement, le but est d'obtenir une musique d'une grande intensité, mais avec des moyens autres que les moyens hérités, non pas en transformant certains de ces moyens, par exemple l'intervalle, la relation de hauteur entre les sons, mais en essayant, par une organisation très contrôlée, au contraire, de ne pas favoriser ces dimensions de référence. Alors, aussi pour des questions de démonstration, mais qui s'avèrent un peu schématiques, nous nous sommes concentrés beaucoup jusqu'à maintenant sur un intervalle. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment un ensemble d'intervalles crée une sorte de petit complexe, comme par exemple une échelle. Là encore, je ne veux pas m'appesantir sur bien la gamme majeure ou mineure qui est arpentée suffisamment sur la planète. Mais au moment où on l'abandonne, ou en tout cas où on l'abandonne relativement pour certains compositeurs, et je dis relativement parce que je vais parler de Debussy, ce sur quoi j'aimerais me pencher, c'est la réflexion sur les différentes échelles, c'est-à-dire le désir de rechercher des solutions alternatives. On le voit bien lorsque Debussy compose l'ensemble de ses préludes. Beaucoup de courtes pièces, chacune avec son monde subjectif et son monde quant à l'organisation des hauteurs sonores. Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'il s'empare du langage hérité, c'est pour mieux le transformer, et que quand il ne s'en empare pas, c'est pour mieux renouer parfois avec de plus anciennes racines, ou parfois pour créer un monde personnel. Les plus anciennes racines, ce sont bien sûr les échelles du Moyen-Âge, ou les modes grecs, si l'on veut, qu'il utilise de façon assez systématique. Ainsi, pour ces pas sur la neige, vous vous rappelez peut-être que l'univers dans lequel les premières mesures s'animent est le suivant, c'est-à-dire que c'est un mode de La sur Ré. Alors après, il prendra des chemins tout à fait différents, mais il est intéressant qu'au début de nombreux de ces préludes, comme une sorte de signal, il fasse des choix très différents. Toujours dans le même registre, mais un autre mode, cette fois-ci le mode
de Ré, placé sur Fa, servira de base à la composition d'une œuvre bien différente, s'il en fut, la capricieuse et légère danse de Puck. Alors, l'archaïsme du mode lui sert-il de teinter cette musique un peu burlesque et d'une chorégraphie très particulière d'un contexte poétique un peu et d'un regard vers le passé? Naturellement, nous n'en savons rien. L'alchimie dans la perception d'une pièce est indicible. Mais il est très frappant de voir comment Debussy joue parfois le décalage entre un caractère et, par exemple, une échelle. Le très particulier mode de mi, placé sur le degré le plus éloigné de mi, si bémol, quelle étrangeté, permet à Debussy d'égrener quelques notes au début de sa sérénade interrompue. Je m'empresse de dire, c'est bien un mode de mi sur si bémol, puisque nous sommes en si bémol mineur. Comme nous le dit la fin de la pièce, la fin seulement, puisque Debussy adore faire des clins d'œil, et que dans ses préludes, souvent, la clé d'une petite énigme musicale se trouve en fin de pièce, de même que le titre de la pièce. Mais nous savons Debussy amoureux des lointains, et lorsqu'il engloutit sa cathédrale, il est frappant de voir qu'il l'enveloppe d'une échelle qui pourrait venir d'Extrême-Orient. Puisqu'il s'agit d'une échelle pentatonique. Et naturellement, nous savons combien il sait créer un univers personnel avec sa fameuse gamme par ton, qu'il énonce dès le début de son prélude Voile, et qui viendra envelopper le prélude quasiment du début jusqu'à la fin. Alors bien sûr, c'est l'époque pour aller chercher des modes dans le monde entier ou en créer. Bartók est maître du genre, et Bartók n'est pas le seul à regarder vers des contrées arabes. Lorsque Debussy écrit une de ses épigraphes antiques pour l'égyptienne, on reconnaît non seulement des agencements de notes, si j'ose dire, mais aussi un type de comportement dans les mélismes qui sont très évocateurs. En fait, cette liberté dans la façon de manier les échelles, de se les approprier, de les harmoniser à sa propre façon, de les combiner parfois. Debussy, dans ses images, combine un mode grec avec une échelle pentatonique, comme s'il jouait avec des influences de différents moments et de différentes parties du monde. Et il le fait à plusieurs reprises dans plusieurs de ses œuvres. Ceci n'est qu'invitation à créer des échelles nouvelles et à les combiner à sa guise. Et c'est ce qui sera fait dans le XXe siècle.
même lorsque on ne s'occupe que des 12 sons tempérés de notre instrument, eh bien on peut créer de nouvelles sonorités en combinant les échelles. Ligeti l'a montré par exemple dans ses études, lorsqu'il combine 2 gammes par ton, on s'aperçoit que la gamme par ton ne sonne plus du tout comme un univers debussiste. Mais il y a beaucoup d'autres types d'échelles qu'il peut combiner. Ceci, c'était dans l'étude Galamboron, dans sa 12e étude, l'étude Entre lacs. Un univers, une échelle donnée, pourra se combiner avec une toute autre échelle. Il est vrai que là, le compositeur combine non seulement 2 échelles, mais 2 types de musique très différents. Dans une main, on compte le temps, on a une polyrythmie avec une grosse horloge. Et une plus petite. Qui font dans le même registre un polyrythme qui anime, qui fait respirer l'échelle qui est mise en présence. De sorte que l'échelle miroite tout le temps, qu'on la découvre sans cesse sous différents angles. Et que même si elle est consignée dans un même ambitus, dans une même étendue relativement grave, elle n'est jamais épaisse. En tout cas, ça n'est pas du tout une échelle décrite d'une façon habituelle, par une gamme par exemple, ou un arpège. L'autre échelle, celle de la main droite, est énoncée comme une sorte de récitatif très libre, très capricieux, avec des rythmes libres également, caractères et rythmes à la hongroise. De sorte que ces accents, ces déhanchements rythmiques viennent toujours hacher les différentes lignes énoncées qui, si elles étaient nues en quelque sorte, seraient un peu trop simplistes dans leur façon de laisser sonner une espèce de pseudo-mélodie en do majeur. Entendons maintenant comment chacune de ces échelles exprimées différemment se combine. Bien sûr, dans le travail de reconnaissance de ces appartenances de son à son, eh bien, il y a autant à faire que dans le travail d'élaboration d'un discours, par exemple. Si je me contentais d'exécuter de façon un peu bornée les signes inscrits sur sa partition, ça pourrait donner le résultat suivant. Ce qui serait naturellement sensiblement éloigné du monde renouvelé que Ligeti veut nous faire connaître par ce travail de combinaison d'échelles. Le dernier chapitre que nous abordons, après celui
des intervalles et de leurs combinaisons savantes, puis des échelles, est celui de l'acoustique. En effet, lorsque nous écoutons un son, nous pouvons entendre par exemple l'information de sa hauteur, la bémol. Ou nous pouvons le mettre en relation avec d'autres sons donnés, c'est un la bémol qui définit une quinte par exemple. Nous pouvons l'entendre comme la bémol faisant partie d'une harmonie donnée. C'est un la bémol basse d'un accord parfait majeur. Mais nous pouvons aussi, avec une plus fine oreille, pénétrer à l'intérieur même du phénomène acoustique de ce la bémol. Je vais en prononcer un plus grave dans le piano et voir, avec notre oreille, observer tout le jeu des harmoniques, toutes les infimes oscillations qui constituent en fait ce la bémol lui-même. Ou même avec une note plus grave. En fait, ça consiste à écouter la vie des harmoniques à l'intérieur du son. Si je me permets de les souligner, alors nous les entendrons un peu plus. C'est un peu un jeu de tricherie, un jeu de dupe, mais comme je l'annonce, vous n'êtes pas dupe. Un peu en fait comme si, lorsqu'on écoute ou que l'on joue un son, le phénomène de sa résonance naturelle, le phénomène de son timbre, était plus important que tout. N'est-ce pas ce que nous dit Chopin quelque part comme prophète lorsqu'il ouvre sa polonaise fantaisie de la façon suivante ? Qui nous fait voyager non pas à l'intérieur de son premier la bémol, mais de son do bémol, en écrivant en plus petites notes cette sorte de voyage à travers le spectre, à travers le timbre de son accord. Tout Chopin est fait du développement de ce timbre par ces accompagnements arachnéens que nous avons déjà observés sous différents angles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment cet héritage sera démultiplié au moment où le timbre acquiert de plus en plus d'importance. En particulier lorsque l'héritage des romantiques est pris en charge par des compositeurs qui vivent l'abandon du langage commun, comme par exemple Ravel, eh bien, nous avons des propositions qui nous montrent que la relation entre les sons nous invite maintenant à un autre jeu de construction, celui d'écouter vraiment l'intérieur même du phénomène sonore, celui de nous plonger au cœur même du phénomène de la vibration. Ainsi, dans son Gaspard de la nuit, dans son œuvre Ondine, Ravel nous propose presque une analyse de ce phénomène. Voilà ce qu'il nous fait entendre. Tout ceci dans une même pédale comme une gigantesque résonance. Alors au début, il a fait le même jeu que Chopin. On avait un son de basse et puis des sons harmoniques révélés par le compositeur et puis une sorte de vibration supérieure, comme si Ravel s'emparait des harmoniques supérieures et en soulignait la vibration. Cette démonstration, naturellement,
est beaucoup plus efficace sur un piano d'époque qui développait beaucoup plus d'harmonique que la majeure partie des instruments d'aujourd'hui, sauf ceux qui sont vraiment très bien réglés et d'excellents instruments. C'est vraiment comme s'il s'emparait de la vibration entre deux notes harmoniques et qu'il écrivait sur sa partition un dessin correspondant à cette vibration. Et puis, le chant se fait entendre. Et au moment où nous devrions changer d'harmonie, en effet, nous entendons une harmonie très différente, s'il en fut, c'est l'harmonie non pas sur Ré dièse, mais sur La, qui est l'harmonie à un intervalle de triton, l'intervalle le plus éloigné possible harmoniquement. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un changement d'harmonie dans ce cas-là, il s'agit d'un complément de résonance, comme si à l'intérieur de ce grand monde harmonique, on allait corser en quelque sorte la couleur, la composition timbrique avec les notes les plus éloignées possibles. Jouant ainsi à des jeux de travail du timbre d'une sophistication extrême. Demain, lorsque nous pencherons très en détail sur le fonctionnement sonore de certaines pièces, nous verrons comment des jeux de ce type peuvent être poussés très loin. En fait, nous voyons que là, quelque part, Ravel nous dit, dorénavant, on peut vraiment travailler un timbre de A jusqu'à Z. On peut inventer des timbres différents, on peut combiner les sons et leur hauteur sonore avec des poids différents pour créer non pas des réseaux de force, comme nous avons vu tout à l'heure, mais vraiment un ensemble timbrique spécifique. C'est ce que fait Messiaen, très souvent et de façon très radicale. Ainsi, quand il veut colorer un chant d'oiseau, il note la mélodie du chant dans son calepin, un loriot dans le cas de figure, et il marque quelques mots quant à sa coloration générale. Et puis, quand il orchestre, il utilise les instruments qu'il désire, avec les hauteurs qu'il désire, mais c'est la même chose lorsqu'il compose pour l'orgue ou pour le piano. En fait, il fait entendre, il ajoute au son fondamental, au son de la mélodie, les sons colorants, secondaires certes, énoncés moins forts en dynamique, mais colorants qui viendront forger une couleur particulière. Alors, ne nous méprenons pas, il s'agit vraiment d'un dosage particulier. Imaginons par exemple qu'on ne suive pas les indications de jouer bien fort la mélodie et moins fort le colorant, si j'ose m'exprimer ainsi, on aurait un résultat qui fausse complètement le propos. C'est ce que je fais maintenant. On obtient une sorte d'harmonie criarde et non plus de mélodie avec une belle coloration du chant. Ce type de travail, ce choix vraiment d'un ensemble coloré, mais si on le fait en permanence. Et le travail précautionneux de choix des sons que nous avons observés tout à l'heure pour constituer des ensembles d'intervalles ou des échelles, nous le voyons chez lui pour constituer des ensembles colorés. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure démonstration que celle, par exemple, qu'il a dans une de ses pièces du catalogue d'oiseaux qui s'appelle La Chouette Hulotte, où nous entendons un chant, ou plutôt un cri très court, représenté par deux notes,
toujours do et la dans notre cas de figure, mais ce cri a une coloration toujours différente. Autrement dit, l'environnement harmonique, qui, comme dans l'exemple précédent, va nous donner l'illusion d'un timbre, va être toujours différent. Va donner l'illusion d'un timbre, puisque vous savez, acoustiquement parlant, physiquement parlant, il y a un continuum entre harmonie et couleur. La frontière est très ténue, et si on se livre à des tests pour voir où est la frontière entre le monde de l'harmonie et le monde de la couleur, eh bien, il y a des moments où on ne peut pas dire, mon Dieu, ceci est une harmonie, ceci est un timbre. Alors, voici les différentes présentations de ce cri à la fin de cette pièce. On voit donc là que vraiment Messiaen essaye de repousser les limites d'un instrument avec 12 degrés de hauteur tous réguliers et un seul type de couleur, en principe la couleur du piano. Mais là n'est pas son seul exercice et on voit bien la façon dont il conçoit une nouvelle dimension de la couleur en essayant toujours de combiner les sons d'une façon différente. Ainsi, pour rendre le timbre très particulier d'un autre oiseau, la rousserolle farvat, dans la pièce du même titre, il combine les sons à des intervalles souvent proches, pas très différents, mais à un espace de registre très grand. Ce qui donne une grande étrangeté à ce chant qui est toujours fait naturellement d'une seule note, c'est-à-dire l'idée c'est de faire entendre ces deux notes éloignées comme un tout sur le plan du timbre. C'est une porte ouverte et c'est une main tendue à une écoute et à une dimension dans la composition qui est une dimension, j'allais dire, purement acoustique. Est-ce que ça existe? Sans doute pas, en tout cas, à une dimension très ouverte vers l'acoustique. Lorsqu'ainsi Messiaen nous fait entendre la solennité de la nuit dans la même composition, nous voyons bien qu'il nous invite à explorer un univers de la résonance dans son cas de figure et de l'enrichissement de la résonance, mais en fait pour nous d'aller vraiment aux confins de l'inouï. Là encore, si l'accent pour l'interprète ou l'auditeur n'est pas mis de la bonne façon sur la relation entre les sons, mais plus, par exemple ici, sur une relation d'intervalle ou sur pas vraiment de relation du tout même, alors on peut aboutir à des non-sens flagrants. Il y a une musique qui est non seulement éloignée de celle qui a été entendue et désirée par le compositeur, mais même éloignée
de tout ce qu'était le compositeur lui-même. En tout cas, avec une œuvre comme celle-ci, eh bien, il est très naturel qu'une nouvelle génération de compositeurs arrive pour qui la découverte constante de l'événement acoustique, du phénomène acoustique, soit la préoccupation majeure. Et vous devinez sans doute que je voudrais terminer cette séance dans la compagnie de Karl-Heinz Stockhausen, comme pour la dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Klavierstück 9 fait une proposition complètement différente. Pourtant, le matériau de base et un certain comportement de base est le même, mais l'objectif est tellement différent. Ici, il s'agit vraiment de mettre la priorité au phénomène acoustique lui-même. Dès lors, les rapports entre les sons sont là simplement pour éveiller la vie acoustique des sons. Je vais jouer 2 passages de ce Klavierstück, chacun organisé avec le même matériau sonore et avec la même série de proportions. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat sonore est considérablement différent. Prochain passage, j'ai bien dit, même matériau, même proportion. Voilà, c'était une façon de travailler au corps à corps presque, avec le son. On voit bien que même le matériau de départ est un matériau complètement différent selon les époques, les styles, les créateurs et surtout les façons de les agencer. Demain, au cours du séminaire, nous mettrons vraiment la main à la pâte et nous irons le plus avant possible dans l'alchimie des sons en essayant de voir surtout comment il peut y avoir une bonne adéquation entre ce matériau et un projet compositionnel donné. Je vous remercie de votre attention.